Le corpus scientifique, hein. Donc le savoir, comment il se construit? Le cercle de la science, comme j'ai défini avec le diagramme de Venn tout à l'heure, n'est pas vraiment une coquille dure, mais plutôt un oignon. En référence à, si vous avez vu Shrek, le film, les ogres, c'est comme les oignons, et ben la science, c'est pareil. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez en gros plusieurs types de théories qui sont plus ou moins solides et qui sont relativement bien corrélées aussi avec leur âge de naissance. Vous avez, par exemple, les théories de paradigme. Donc, si on arrive à les remettre en question et à trouver quelque chose qui va venir les casser ou les mettre à jour, c'est fantastique, on révolutionne totalement la civilisation. Une théorie de paradigme, c'est par exemple le fait que l'ADN n'est que 4 bases, A, T, G, C. Ou alors que, qu'est-ce qui va être une théorie de paradigme? La relativité générale d'Einstein était une théorie de paradigme. C'est très difficile de la casser, ça fait un siècle que des expériences ont été faites pour essayer de tester ses limites, et pour l'instant, on n'a pas réussi. Voilà, c'est ce genre de choses. Vous avez aussi, après, les théories dites fondamentales. Donc, les théories fondamentales sont des théories qui sont extrêmement solides, mais qui n'ont pas encore le statut de théorie de paradigme. Donc, par exemple, ça va être la compréhension du cycle de Krebs dans l'utilisation de l'oxygène par les mitochondries, quelque chose comme ça. Quelque chose de très fort, mais sur lequel on a encore peut-être des éléments de mystère à découvrir. Vous avez ensuite les théories récentes, donc ce sont des théories qui sont relativement solides, mais sur lesquelles il manque encore des études pour aller grappiller sur les bords et voir les cas limites. Par exemple, euh, une théorie qui est en domaine de la nutrition sur la créatine, c'est que la créatine permet de prévenir les maladies neurodégénératives. Donc, c'est une théorie forte quand même, hein, mais elle est relativement récente, elle a une vingtaine d'années. Mais elle est probablement biaisée par un tas d'autres facteurs comme le mode de vie, l'activité physique, etc. Et donc, elle a besoin encore d'être testée avant de devenir vraiment une théorie fondamentale dans le domaine de la nutrition. Et enfin, vous avez les théories nouvelles. Les théories nouvelles sont des théories qui sont intéressantes, mais sur lesquelles on manque encore énormément de recul, doivent être testées très régulièrement. Donc, par exemple, une théorie nouvelle, alors pareil, dans un sujet qui m'est cher, la nutrition, le régime cétogène permettrait d'augmenter l'espérance de vie des gens dans une certaine mesure. Alors, la physiologie, la théorie derrière semble juste, mais il faut pouvoir ensuite le vérifier expérimentalement, et ça va prendre des années et des années et des années. Voilà. Et au-delà des théories nouvelles, donc au-delà de cet oignon, vous avez ce qu'on appelle l'ésotérisme, et ce que moi j'appelle l'ésotérisme au sens noble du terme, c'est-à-dire dans ce cadre très particulier qu'est la science, ce qui est inaccessible à la science, pardon, ce qui est accessible à la science, mais pas encore découvert d'un point de vue théorique ou expérimental. Et l'idée de ces théories de différentes natures et de cet oignon, en fait, ça va être de grossir progressivement, de manger des parts sur l'ésotérisme. Sauf que pour grossir, lorsque vous remettez en question une théorie ou vous la testez, vous devez vous baser sur un corpus scientifique qui est plus ou moins un noyau qui est plus ou moins dur. Pardon, je refais le mot. Si vous voulez tester une théorie nouvelle très récente, vous allez utiliser un corpus scientifique qui est assez large. D'accord? Mais si vous voulez tester une théorie récente, vous allez vous baser sur un corpus qui est plus restreint. Voilà. C'est pas tout le temps vrai, mais c'est pour vous montrer que en science, lorsqu'on remet en question des idées, on utilise certains aspects du corpus qui sont plus ou moins fondamentaux. Bien. Ensuite, on peut dire que la science est similaire à un organisme vivant dont les parties naissent, grandissent et meurent. Elle est capable de s'auto-évaluer, et c'est très important, et de modifier ses perceptions dans la course à l'armement contre la complexité de l'existence. Alors, ce processus d'autoconstruction, c'est la méthodologie scientifique, ni plus ni moins, qui est en 6 étapes. 6 étapes, donc, en premier, l'observation et la question. Vient ensuite l'état de l'art scientifique. Donc, l'état de l'art scientifique, c'est qu'est-ce que je sais déjà pour répondre à ma question, et donc on se nourrit du corpus scientifique. Vient ensuite des hypothèses rationnelles pour essayer de répondre à la question. Ces hypothèses rationnelles vont être testées par le corpus épistémique.
Il va ensuite permettre de mieux définir les preuves expérimentales, donc l'expérience de l'article scientifique en question. On fait les preuves expérimentales, puis ensuite on va devoir analyser les résultats via des tests statistiques, et ça on le fait grâce au corpus mathématique. Une fois que l'on a fait ça, on peut interpréter, discuter des biais et conclure, et si on a découvert quelque chose d'intéressant, venir nourrir le corpus scientifique. Et c'est ainsi que l'oignon grossit, tout simplement.